rencontrant des cueilleurs de plantes, en travaillant, en pratiquant surtout, en rencontrant les gens, en les aimant, je crois aussi. Progressivement, j'ai monté cette activité. Et puis, on me dit, ah bah toi qui t'occupes des plantes, fais-nous des conférences sur les plantes. Alors au début, je faisais des conférences très sérieuses. À côté de ça, j'avais gardé une autre activité professionnelle. Aussi curieux que ça paraisse, j'avais une activité professionnelle de comédien. Et de comédien de théâtre de rue. Et je me suis dit, mais on pourrait peut-être mélanger les deux, en fait, faire des conférences et puis le faire un peu sous forme un peu théâtralisée. Ça pourrait être amusant. Et puis comme il n'est de bons comédiens qui ne fassent des tournées, je me suis dit, je vais faire une tournée, mais je vais faire une tournée à pied. À pied, voilà, ça sera une tournée zéro pétrole, ça se fait maintenant. Voilà, le but, c'est de se déplacer de région en région, de salle en salle ou de jardin en jardin, à pied, et puis dans différents endroits, de rencontrer les gens, de présenter mon numéro, et puis surtout aussi de recueillir aussi ce que vous avez à dire autour des plantes, parce que ça me nourrit. Donc là, je suis actuellement dans cette tournée qui est partie de Chambéry il y a une douzaine de jours, en Savoie. Et puis, donc, j'ai traversé le Grésivaudan, je vais vous le dire avec l'accent du Grésivaudan, le Grésivaudan, c'est comme ça, le Grésivaudan, il tire comme ça, les Grenoblois. Donc le Grésivaudan, et puis après, une région magnifique qui s'appelle le Trièves, qui était sous la neige, et c'était un peu dur à pied quand même, surtout que j'avais quand même pas mal de charges. Et puis, j'ai traversé le col de Mené et je suis descendu dans le Diois qui est le paradis des plantes et des plantes aromatiques. Et puis, à partir de là, j'ai continué un petit peu vers l'ouest. Et j'ai demandé à un copain de me faire traverser le Rhône parce que là, entre les centrales nucléaires, les usines et les centres commerciaux, c'était un peu dur quand même. Et puis, j'ai repris vers Vallon-Pont d'Arc. Et puis, les Vences. Voilà, les Vences. Voilà. Et puis, cette montée assez remarquable et épuisante vers la serre de Bar. Et la traversée de la serre de Bar qui est un moment magique. Le cerf de Bar, pardon, merci de me reprendre. Le cerf de Bar, j'ai dormi là-haut. Oh là là, il y avait un vent impressionnant. Là, je vous dis que les arbres m'ont parlé vraiment, hein, parce qu'ils parlaient assez fort d'ailleurs, avec le vent du nord. Et puis après, c'est la descente pour arriver jusqu'ici. Voilà. Et puis après, je continue, je vais traverser... je me souviens que Jean-Pierre Chabrol disait la Cévennes. La Cévennes, hein. Voilà. Je vais traverser la Cévennes, et puis aller donc vers l'Égual, que je connais un petit peu, vers l'Arboretum. Et puis après, je vais descendre sur les Corbières. J'ai quelques rendez-vous par là. Je ferai un petit saut jusqu'à Montpellier. Ah non, attendez, avant, je dois aller la semaine prochaine, en fin de semaine, je dois aller au jardin médiéval d'Uzès. Là, je vais faire un petit retour en arrière, hop, comme ça. Bon, c'est comme ça. Et puis donc, l'Égual, Montpellier, le jardin des plantes de Montpellier, qui est un jardin historique. Et puis après, je vais repartir vers Carcassonne, où j'ai quelques rendez-vous, avant j'espère, de pouvoir aller jusque dans les Pyrénées, où on m'attend dans un festival au milieu des Pyrénées. Mais au travers de toutes ces pérégrinations, il y a une plante que je n'ai jamais trouvée. Et pourtant, elle existe dans toutes les traditions françaises. Moi, je l'ai rencontrée en Bourgogne, je l'ai rencontrée en Bretagne, je l'ai rencontrée dans les Alpes. Je ne sais pas si vous l'avez ici. C'est une plante qu'on appelle l'herbe d'or. L'herbe d'or. Tout ce qu'on sait, c'est que, soi-disant, c'est une plante qui, la nuit, brille comme un petit soleil. Et puis, dès que vous vous approchez d'elle, elle s'éteint. Et puis, elle a la particularité de remonter le cours des rivières. Et on dit que celui ou celle qui marche, même par hasard sur l'herbe d'or, il a subitement, comme pour beaucoup de plantes magiques, la propriété de trouver des trésors, mais surtout le pouvoir de comprendre le langage des oiseaux. Et ça, pour moi, c'est ce qui justifie toute ma démarche. Je cherche la plante qui permet de comprendre le langage des oiseaux. Nous sommes aujourd'hui mi-mai. Dans quelque temps, je pense que vous irez, comme moi, cueillir les herbes de la Saint-Jean. Bientôt, le 21, 24 juin, c'est contesté. Bon. Et en faisant ça, vous allez reproduire, en fait, une très ancienne tradition mythologique, préhistorique certainement, qui est décrite par
un écrivain que vous avez certainement tous lu, qui s'appelle Ovide. Il décrit la manière dont Médée, la prêtresse Médée, va cueillir les plantes au moment où le soleil est au plus haut. Alors c'est pas très compliqué. Pour ça, donc elle repère une plante, comme ça. Donc la prêtresse Médée s'approche. Il faut qu'elle ait la poitrine un petit peu libre, comme ça. Hein. Voilà. Donc, première chose, elle va tourner 3 fois autour de la plante en question. 3 fois. Ensuite, elle va s'asperger 3 fois d'une eau qu'elle est allée chercher à la source la plus proche. 1, 2 et 3. Voilà. Et ensuite, elle va pousser 3 cris rituels. Et le problème, c'est que Ovide ne dit pas le nom des cris rituels. Il ne sait pas comment elle crie Médée. Peut-être, par analogie, c'est peut-être le cri qu'on connaît dans les rituels de sorcellerie. Vous savez, dans les rituels de sorcellerie, il y a un cri qu'on retrouve assez souvent, c'est « Nuit !» C'est peut-être ça, après tout. Moi, j'invente que c'est ça. « Nuit !» Voilà, donc elle pousse 3 fois ce cri-là, et à ce moment-là, elle peut réellement prendre la plante. Évidemment, Médée, elle l'évite. Elle l'évite forcément. Et comme ça, elle va cueillir un certain nombre de plantes quand le soleil est au plus haut. Et c'est bien l'origine de la cueillette des herbes de la Saint-Jean que vous ferez dans quelque temps. Ça peut être amusant d'aller avant que le soleil se lève. Normalement, il faut aller vers 4 heures du matin. Hein. Vers 4 heures du matin, vous repérez, et vous en avez beaucoup par ici, bonsoir, vous en avez beaucoup par ici, vous avez des clairières magnifiques, extraordinaires. Et à 4 heures du matin, vous mettez dans la clairière, les pieds nus de préférence, ou si vous voulez être dans un appareil encore plus simple, ça vous regarde. Hein. Et là, vous allez cueillir les herbes de la Saint-Jean. Alors, il n'y a pas de liste officielle des herbes de la Saint-Jean, mais on retrouve quand même dans pas mal de régions un peu les mêmes. Qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve la mélisse, très souvent. On retrouve la menthe, bien sûr. On retrouve très souvent, mais elle n'est pas encore sortie, le millepertuis, l'hypericum, le millepertuis, bien sûr, il n'est pas encore sorti. Et puis, on trouve l'armoise, bien sûr. Et puis une que j'ai pourtant trouvée tout à l'heure, qui s'appelle l'Achillée millefeuille, Achillea millefolium, la voilà. L'Achillée millefeuille, elle n'est pas encore fleurie. Et puis on pourrait y rajouter encore dans les herbes de la Saint-Jean la fougère. Et avec ce bouquet, ben, vous allez rentrer chez vous, vous remettez vos chaussures quand même, hein, et vous rentrez chez vous et vous posez ce bouquet d'herbes au-dessus de la porte de la maison, et votre maison sera protégée pendant une année entière. Et vous irez brûler ce bouquet dans le feu de la Saint-Jean de l'année d'après. Vous voyez qu'en faisant ça, en fait, on reproduit un rituel qui doit être peut-être grec, mais je pense même beaucoup plus ancien que cela. Alors voilà, c'est cette petite histoire des herbes de la Saint-Jean, elle permet de rentrer dans ce monde assez étonnant des plantes que l'on dit sacrées. Alors, on peut ouvrir le catalogue si vous voulez. On ouvre le catalogue. Hein, ouais, on était sur la fougère, là. La fougère. Vous en avez des belles, des fougères. Discutant tout à l'heure avec Pierrette, elle me disait qu'on utilise la fougère en permaculture pour faire une protection, et ça permet vraiment de cultiver pratiquement sans terre, et ça marche très bien, la fougère. Il faut que je vous dise un truc pour la fougère quand même. Hein. Bon, la fougère, elle n'a plus beaucoup d'utilisation médicinale hein, aujourd'hui. Mais, par contre, il y a des utilisations encore un peu bizarres. Hein. Vous étonnez pas, je vais mélanger un peu les deux. Hein, la médecine, la tradition, les croyances. Je vais vous dire un truc, mais vous ne le répéterez pas hein, pour les fougères. La fougère, c'est une plante qui permet de trouver des trésors. Mais pour cela, il y a un rituel très particulier. C'est qu'il faut aller la cueillir pendant les 12 coups de minuit. Alors, essayez de trouver un endroit où on sonne encore les cloches, et là, vous irez cueillir la fougère. Et en cueillant la fougère à minuit, eh bien, vous deviendrez invisible. Vous pouvez essayer toujours. Le problème, c'est que je ne connais pas la méthode pour redevenir visible. Enfin bon, essayez hein, toujours. La fougère. J'ai trouvé tout à l'heure, vous la connaissez, c'est une autre fougère qu'on trouve souvent dans les murailles, là. Comment vous l'appelez? Ça donne un goût de réglisse. Voilà, le réglisse des bois, hein, le polypode. Hein, c'est une petite fougère. Alors, c'est une fougère que les anciens aimaient beaucoup parce que elle, à la différence de la grande fougère comme ça, elle est sempervirente, c'est-à-dire qu'elle vit
on en trouve en plein hiver, on a toujours des feuilles vertes, effectivement. Et la racine, on ne va pas la déterrer là, mais la racine de cette polypode, elle a ce petit goût de réglisse, effectivement. Et les gamins aiment bien, effectivement, suçoter la petite réglisse. Elle avait aussi les mêmes précautions qu'avec le réglisse aussi. Attention, si vous avez de l'hypertension artérielle, hein, pas trop, parce que ça peut augmenter quand même la tension. Mais bon, justement, si vous avez de la tension artérielle, il faudra que vous preniez quelque chose adapté. Vous irez chercher ça, par exemple. L'aubépine, l'épine blanche. Alors là, si vous restez à Villefort, c'est trop tard pour la récolter maintenant. Hein. Là, il va falloir monter un peu en altitude, parce qu'elle n'est récoltable que lorsqu'elle n'est encore en bouton. Quand elle est encore en bouton, ça fait des petites perles, c'est magnifique comme ça. Et avec les doigts, puis quand même avec plutôt les gants quand même, parce que épine, effectivement, ça pique. Vous tirez d'un coup sec comme ça, entre 3 doigts, et vous récoltez juste les petites perles blanches d'aubépine avec quelques feuilles. Et c'est un excellent traitement contre l'hypertension artérielle. Il y a peut-être un petit problème quand même, c'est que vous la faites sécher, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous la faites sécher, l'aubépine, ça sent le poisson. Alors, puisqu'on est dans les arbres, alors allons-y, là on est dans des domaines étonnants. Qu'est-ce que j'ai trouvé en venant ici? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, oui, forcément, le chêne, vous en avez beaucoup. Hein. Vous avez le chêne, vous avez aussi le tilleul. Le tilleul, là aussi, vous en avez pas mal. Le chêne, le tilleul. Jean de La Fontaine. Vous avez tous lu, je suis sûr que vous connaissez par cœur Philémon et Baucis. Bon, je vous raconte cette histoire-là parce que ça peut être très important pour vous. Oui, un jour, Zeus, vous savez, Zeus, le dieu des dieux, celui qui déclenche les tempêtes, il avait déclenché une tempête tellement extraordinaire qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Il était là à tourner comme un malheureux autour de l'Olympe. Il cherchait à se protéger, alors il va frapper à une maison, on le met dehors. Une deuxième, pareil. Et juste en bas de l'Olympe, il y a une toute petite masure, où il n'y a même pas de fenêtre, rien. Il va taper à la porte en bois, on lui ouvre. Et il est chez Philémon et Baucis. Et on fait s'asseoir, se réchauffer, et on lui offre une tranche de lard et de la soupe aux choux. Eh bien, pour remercier Philémon et Baucis d'avoir secouru Zeus, le dieu des dieux a voulu les rendre immortels. Et il a transformé Philémon en chêne et Baucis en tilleul. Et c'est pour ça que depuis l'on dit que les amours qui naissent entre les chênes et les tilleuls sont des amours éternels. Mais je vais quand même vous dire cette technique de la divination par le buis que j'ai apprise dans le nord de l'Ardèche. En fait, si vous voulez avoir le résultat d'un présage, vous prenez une poignée de feuilles de buis. Ça, vous prenez poignée de feuilles de buis que vous jetez dans une poêle très chaude, une poêle avec des bords bien relevés comme ça. Vous jetez ça dedans. Et là, vous pourrez faire l'expérience, si vous voulez, ça va faire comme des pop-corn en fait, ça gonfle. Et puis les mouvements d'air chaud dans la poêle font que ça va se mettre à tourner. Alors si ça tourne vers la droite, c'est bon signe, si ça tourne vers la gauche, c'est très mauvais signe. Mais bon, vous voyez, cette divination par le buis, en fait, ça fait partie de cette science un peu étrange que l'on appelle la botanomancie, l'histoire de dire l'avenir par les plantes. Vous l'avez pratiqué, la botanomancie ici. Je vois que vous êtes adepte des sciences occultes. Allez, la Marguerite, je t'aime un peu. Voilà. Hein, tout ça. Ça, c'est la botanomancie. Oui, ça commence comme ça. Il y en a tellement d'autres exemples. Vous savez, la pomme, son nom latin, vous le connaissez, c'est malus malus, c'est-à-dire le mal de tous les maux. C'est lourd hein, quand même. Hein. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit associée à des pratiques un peu divinatoires, plus ou moins obscures. Voilà. Une épluchure, et là, la technique veut que l'on ferme les yeux et qu'on la lance en arrière. Hop! Et selon les lois de la gravité, tiens, une pomme encore, l'épluchure dessine une lettre. Aujourd'hui, JC. Jean-Claude. Oui. Oui, oui. Dans 7 ans, je rencontrerai Jean-Claude et ma vie en sera changée. Enfin voilà, vous voyez toutes ces
ces histoires de divination par les plantes. C'est amusant, puis en même temps, bon, ça fait partie de cette science, parce que c'est réellement une science, c'est ce qu'on appelle l'ethnobotanique. L'ethnobotanique, c'est bien sûr, c'est la thérapie par les plantes, hein, comment les plantes peuvent soigner, mais c'est aussi la manière dont les plantes peuvent participer à l'alimentation, et puis aussi comment les plantes peuvent participer à la vie, au conte, au mystère, à la sorcellerie. Tout ça, ça fait partie de l'ethnobotanique. C'est une science énorme. Et on connaît donc comme ça les trucs des sorciers et des sorcières par les minutes des procès en sorcellerie. Et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de la belladone, parce que la belladone était utilisée par les sorcières pour des réunions particulières, des sabbats. Et avec cette belle belladone, elles enduisaient des bâtons. Et ces bâtons, elles se les coinçaient entre les jambes. Et à ce moment-là, les molécules, on n'en savait rien, mais les molécules toxiques de la belladone, passant au travers des muqueuses, pénétraient dans l'organisme entier et grimpaient au cerveau. Et ça leur conférait une espèce de sensation d'ébriété, à tel point qu'elles avaient l'impression de voler. Ça durait une demi-heure, et au bout d'une demi-heure, elles se retrouvaient, elles disaient, mais ouais, on a volé. Et c'est en fait l'origine des ballets de sorcières de Harry Potter, chose qu'on raconte aux enfants alors que c'est en fait un problème de toxicomanie très lourd. Allez, qu'est-ce que j'ai trouvé encore d'autre ce matin? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui. Voilà, un arbre particulièrement intéressant dans le domaine de l'ethnobotanique. D'abord, le sureau, le sureau noir, à ne pas confondre avec le sureau yèble. La meilleure technique, c'est quand même de prendre ces fleurs de sureau, de les mettre sur un entonnoir en verre, avec un filtre en papier. Autrefois, on appelait ça le papier Joseph. Ça a disparu, le papier Joseph. Enfin bon, maintenant, vous prenez un filtre à café, c'est pareil. Mais bon, vous mettez vos fleurs de sureau et vous faites couler goutte à goutte, mais vraiment goutte à goutte, de l'eau que vous allez chercher dans la même source que celle que vous avez utilisée pour faire les herbes de la Saint-Jean, là, hein, de l'eau sacrée, là, comme ça. Et vous faites couler ça goutte à goutte dessus, et là, cette eau va prendre cette odeur florale impressionnante de la fleur de sureau, et vous obtiendrez comme ça une surotade, comment faut-il appeler, je ne sais pas, surotade, ça me va pas mal. Bon, après, vous pourrez faire des tas de choses aussi avec les fleurs de sureau, vous pourrez en faire des sirops, vous pourrez en faire des vins, du vin blanc, etc. Mais si vous voulez vraiment avoir l'odeur de la fleur de sureau, c'est la surotade qui est la meilleure manière. Voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé encore d'autre? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, j'ai trouvé. Quand on parlait, on disait qu'il ne fallait pas dormir sous un sureau, mais il ne faut pas dormir non plus sous un noyer. Oh, alors c'est compliqué, quoi. Pourquoi on ne faut pas dormir sous un noyer? En fait, là, par contre, il y a peut-être une raison. C'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sous les noyers, il ne pousse pas grand-chose. Le noyer, il inhibe en quelque sorte le développement d'autres végétaux, très souvent. Parce que le noyer, son nom latin, allez, faisons un peu l'intéressant, c'est Juglans regia, il produit une molécule qui s'appelle la juglone. Et la juglone, c'est un gaz, en fait, qui se diffuse par les racines dans le sol et qui a la propriété, effectivement, d'inhiber certains végétaux. Le noyer, il intéressait beaucoup les anciens parce que c'est vrai, bon, le fruit du noyer avec son allure un peu de cerveau, enfin de double cerveau, il a beaucoup de symbolique et donc on disait par exemple que pour le bonheur, il fallait toujours y avoir des noix dans ses poches. Ici, c'est peut-être des châtaignes, peut-être aussi. Hein, mais bon, ça fait partie de ces gris-gris qui sont bien connus. C'est amusant quand même comment des histoires aussi anciennes peuvent se raccrocher à la recherche scientifique la plus récente. On savait, depuis de nombreuses années, on savait qu'en Afrique, les baobabs étaient des arbres qui avaient la propriété de transmettre des messages. Faculté, en quelque sorte, de communiquer. Parce que les baobabs, lorsqu'ils sont attaqués par une antilope particulière, ils se mettent à produire une substance amère que
les antilopes détestent. Et ce qui se passe, c'est que l'arbre qui est attaqué va produire un message gazeux, c'est de l'éthylène en fait, un message gazeux qui part dans l'air et qui avertit en quelque sorte les baobabs des alentours que, attention, il y a une attaque en cours, donc il faut produire des molécules amères que les antilopes n'aiment pas. Comme ça, la population totale des baobabs est protégée. Alors ça, on le savait depuis longtemps. Mais on sait maintenant que quand on parle l'aulne glutineux, l'aulne glutineux, cet aulne voilà, qui a des feuilles un peu collantes, là, qui poussent souvent en bordure de l'eau, très souvent, hein, eh bien, il a exactement le même principe. C'est-à-dire que lorsqu'il est attaqué par des chenilles, cette fois-ci, ce n'est pas des antilopes, attaqué par des chenilles, eh bien, il va se mettre à produire un message d'éthylène qui avertit les autres aulnes que, attention, il y a une attaque en cours. Et à ce moment-là, les feuilles des autres aulnes se mettent à produire des principes amers et les chenilles sont rejetées. Protection globale de la population des arbres. Le peuplier tremble. Vous savez, le peuplier tremble, qui est cet arbre qui tremble, quoi, en fait. Hein. Chaque fois que le vent annonce la pluie, il y a cette musique du peuplier tremble. Et donc, la faculté de Clermont-Ferrand, dans son laboratoire, a étudié que le peuplier tremble a une véritable mémoire. Il est capable de mémoriser réellement les tempêtes et d'adapter son organisme, d'adapter sa structure de neutrons à ces tempêtes, sans les prévoir, mais il peut très bien les mémoriser. Donc voilà des organismes qui sont capables de communiquer, de mémoriser, de se déplacer légèrement, mais ils se déplacent un peu quand même. Vous voyez le sceau de Salomon? Le sceau de Salomon, déterrez-en un jour, et puis sortez la racine du sceau de Salomon, vous allez voir qu'il se déplace, allez, 1 cm par an à peu près. Ben oui, c'est comme ça d'ailleurs, c'est de là que vient son nom, puisque sur la racine, les racines des années antérieures, il y a comme des petits seaux, des seaux comme pour cacheter les lettres autrefois, des seaux à la cire. Et il faut que je vous raconte une histoire amusante, ça c'est comme quoi il faut quand même se méfier des choses. Le sceau de Salomon, il est à l'origine d'une imposture incroyable. Autrefois, il y avait donc des abbayes, vous savez, beaucoup dans les campagnes, il y avait des abbayes. Et puis, dans les abbayes, il y avait des reliques. Il y avait le petit doigt de Sainte-Brigitte, voilà, le morceau de l'auriculaire de Sainte-Marceline, etc. Enfin bon, il y avait tout ça. Et plus il y avait de reliques, plus il y avait évidemment de pèlerins. Et plus il y avait de pèlerins, plus il y avait de sous. Donc les moines avaient intérêt à avoir des reliques. Eh bien, il y avait des marchands italiens. Bon, j'ai rien contre les Italiens, hein, mais ils étaient italiens en l'occurrence. Ils se promenaient dans l'Europe entière et ils vendaient des reliques. Ils vendaient des reliques comme ça, en les certifiant avec des beaux certificats cachetés à la cire. Et au début du XXe siècle, quand on a commencé à étudier ces reliques sérieusement, on s'est rendu compte que très souvent, les fameuses reliques, c'était non pas de l'os humain, mais c'était des morceaux de rhizome de sceau de Salomon, parce que le sceau de Salomon, en vieillissant, il prend effectivement une texture qui ressemble beaucoup à un vieil os humain. Comme quoi, vous voyez, attention à ces impostures, la botanique peut être aussi un objet de truanderie. Il y a un arbre que j'aurais bien voulu vous amener, mais je n'en ai pas trouvé, pourtant je sais qu'il y en a par ici. C'est le cytise. Hein, le cytise, c'est tellement beau là. Et le cytise, bon, il est toxique évidemment pour les humains, mais là encore dans l'ethnobotanique et les croyances populaires, il est à l'origine d'un phénomène assez étonnant que j'ai pu vérifier moi-même et je crois qu'on peut utiliser sans aucun risque. C'est que le cytise il est tellement toxique qu'il peut détruire d'autres arbres. Une nuit sans lune, vous sortez avec votre visseuse, sans fil, une mèche de 7, comme ça, et dans l'arbre que vous voulez détruire, vous enfichez une cheville de cytise. En quelques semaines, votre arbre va disparaître. Ça me permet d'évoquer cette connaissance et cette science du Moyen-Âge
qui a été inventé par un personnage illustre. C'était l'époque bénie où on était à la fois médecin, pharmacien, chimiste, philosophe, alchimiste. Oui. Et ce monsieur, il s'appelait Paracelse. Paracelse. Et Paracelse, il est à l'origine d'une théorie qu'on appelle la théorie des signatures. Et le principe de cette théorie, c'est de dire qu'une plante soigne ce à quoi elle ressemble. Par exemple, la pulmonaire, vous voyez la pulmonaire avec ses feuilles, avec une forme un petit peu de poumon, comme ça, avec comme des alvéoles, bah, ça doit ressembler à des poumons, donc ça doit soigner les maladies pulmonaires. Eh bien, ça marche! On l'a prouvé. Le saule, je ne sais pas si j'en ai amené du saule, vous en avez juste au jardin, vous avez un joli saule là au jardin en partage. Le saule, qui pousse souvent près des endroits humides, des endroits dans les marécages, ben, il doit soigner sans doute les fièvres qu'on attrapait autrefois près des marécages, chose qui ressemblait un petit peu au paludisme. Eh bien ça marche, le saule, il contient une molécule qui ressemble beaucoup à l'aspirine. Alors Paracelse, il a continué, il a dit, ben alors l'herbe aux hirondelles, la chélidoine. La chélidoine c'est jaune, bah, ça doit soigner les maladies où on est jaune, ça doit soigner la jaunisse, quoi, les maladies du foie. Eh ben ça marche pas du tout. Parce que, non. Mais les verrues. Oui, voilà, je vais y venir. Au contraire, c'est même très toxique pour le foie. Comme quoi, il faut se méfier de ces anciennes théories. Effectivement, comme vous l'avez dit très justement, la chélidoine, il faut la garder pour soigner les verrues avec ce latex jaune-orangé qu'on trouve. Ça marche aussi avec le figuier d'ailleurs. Il y a aussi le latex, ça marche aussi. On pourrait l'utiliser. Ces deux latex-là, ils ont la propriété d'être corrosifs et ils attaquent les verrues et ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore tout à l'heure? Oh, j'ai trouvé de la berce. Vous utilisez la berce? C'est la plante, je crois, la plus répandue en France. Parce que c'est une plante extrêmement résistante. Et moi, j'en ai trouvé dans les Alpes, mais on en trouve partout. Jusqu'à Nantes, j'en ai trouvé. Ici, vous en avez forcément. La berce, alors attention, parce qu'il y a une variété qu'on appelle la berce du Caucase, qui est une plante gigantesque et très nocive, parce qu'elle est très irritante pour la peau, et en plus, elle est envahissante. Donc celle-là, on n'en veut pas. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle-là, la berce. On appelle ça la grande berce. Autrefois, les anciens disaient que c'est aphrodisiaque. C'est pas vrai. Mais bon, enfin, je n'ai pas essayé. Mais bon, la berce, elle est très intéressante en cuisine. Alors là, elle est un petit peu grande, mais les jeunes feuilles de berce, toutes jeunes, quand elles sont vert luisant comme ça, ou les bourgeons des rameaux floraux de la berce, vous pouvez les utiliser soit pour faire des genres de pesto, vous savez, des pesto, soit pour faire comme un légume, un peu comme les brocolis, à peu près. Ça se traite pareil, vous le faites cuire ça à la vapeur. C'est pas très connu, mais bon, j'ai trouvé, là aussi, près du jardin, c'est un petit peu abîmé, ça s'abîme très très vite. La bardane, là, qui fait du velcro, là, qu'on lance dans les cheveux des filles, c'est bien ça, oui. Pas dans les cheveux, là. Non, mais en fait, c'est une manière qu'a la plante de se disséminer. C'est une manière de voyager. Hein. Ça lui permet, comme ça, en s'accrochant au poil des animaux, de se répandre, hein, comme ça. Mais la bardane, alors toujours dans ces croyances anciennes, si un jour vous cueillez une feuille de bardane qui a le même dessin que vos lignes de la main, alors vous gardez ça parce que c'est un porte-bonheur incroyable. Incroyable. Et puis, bon, la bardane, elle reste quand même aussi là une excellente thérapeutique d'une maladie qui a gâché la vie de beaucoup de jeunes. Beaucoup. Je parlais de l'acné juvénile. Bah oui, on n'a pas beaucoup de traitements anodins de l'acné juvénile. Alors que la racine de cette plante-là est réellement très très efficace. Alors, bon, il faut quand même être courageux, hein, quand même, parce que il faut quand même en avaler 3 quarts de bouillon par jour. Quand la maman propose ça à son fiston, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais enfin bon, c'est pas extraordinaire quand même.
Vous voyez ce que c'est? Vous la connaissez? Hein, la fumetaire. La fumetaire. Il n'y a pas de meilleur traitement des problèmes de vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est la cause de beaucoup d'engorgements, de fatigue digestive, etc. Pas de meilleur traitement que la fumetaire, et réellement ça marche très bien. C'est pas extraordinaire au goût. Hein. Bon, vous faites ça avec mélanger, allez, avec de l'artichaut, voilà, et de l'aubier de tilleul. Punition, j'ai beaucoup péché. Voilà, maintenant je suis puni. La fumetaire. Et puis, vous avez tellement d'autres choses. C'est la fin, et je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup cette petite plante. Là, c'est la fin de la floraison maintenant, mais vous en avez beaucoup sur les bordures de chemin. L'alière. L'alière, qui est une plante, on dit un peu envahissante aussi, qui fait des petits toupets de feuilles blanches comme ça. Et là aussi, avec les feuilles d'alière, on se fait des pestos, un peu comme l'ail des ours, mais beaucoup plus fins, beaucoup moins, qui vous permettent quand même de parler sans tenir compte du sens du vent. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et c'est très goûteux, en fait, c'est l'alière. Voilà, et puis, oh, celle-là aussi qu'on trouve un peu partout, le petit géranium. Le petit géranium Herba Robert. Alors, pourquoi il s'appelle Herba Robert? Ça, c'est les mystères de l'étymologie botanique. Qui a été le Robert qui a donné son nom? Personne n'en sait rien. C'est comme le kénopode, vous savez, l'épinard sauvage. On appelle le kénopode Bon Henri. Souvent, les gens pensent que c'est Henri IV qui s'en faisait des goinfrés. Non, 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 non. D'où ça vient, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, en Bretagne, on appelle ça l'herbe aux coiffes. Parce que les fleurs, alors en vieillissant, elles prennent, le pistil se met à s'allonger de manière démesurée, et ça ressemble un peu aux aiguilles qui permettent de tenir les coiffes, autrefois, l'herbe aux coiffes. C'est la graine du géranium, c'est un géranium, oui. Qui était utilisé, je ne sais pas si vous l'avez déjà frotté comme ça, mais il a une odeur tellement particulière, il sent l'odeur qu'on ne devrait pas sentir quand on est gamin, quand on va titiller les fourmilières. C'est l'odeur de la fourmi, en fait c'est l'acide formique. Et si vous avez des fourmis, vous pouvez très bien en mettre quelques feuilles, par exemple, pour éviter des passages de fourmis. Ça évite les produits chimiques et ça marche remarquablement bien. Alors on l'utilisait autrefois, on l'utilisait à cause des tanins qu'elle contient. Bon, pour tous les problèmes, vous savez, de transit un peu accéléré, des choses comme ça. Mais ça, pratiquement toutes les plantes contiennent des tanins. Et la référence en matière de tanins, c'est, je ne vais pas la trouver, mais si, je vais la trouver quand même. En direct du jardin en partage, la ronce. Il y a, je crois, en France, 110 espèces de ronces. C'est bien, moi j'ai remarqué effectivement que des fois il y a des ronces qui donnent des grosses mûres, puis des fois des plus petites. Pourquoi? En fait, ce sont des variétés différentes. La ronce, moi j'aime beaucoup la ronce parce que ça sert toute l'année. Vous savez, quand vous avez des problèmes de gorge et que vous avez du mal à parler ou à chanter, eh bien, vous allez cueillir des feuilles de ronce, et il y en a pratiquement toute l'année. Même en hiver, on trouve des ronces, et sinon vous les faites sécher. Donc vous cueillez vos feuilles de ronce, vous les faites bouillir, alors ça fait une espèce de bouillon pas très appétissant, hein, ça fait de la mousse, parce qu'il y a aussi des genres de ce qu'on appelle des saponosies, du savon en fait dedans, naturellement. Donc ça fait une espèce de mousse comme ça. Une fois que ça a bien bouilli, vous arrêtez et vous jetez dedans, bah ici vous allez jeter forcément un peu de thym, du thym, une plante antiseptique. Vous arrêtez l'ébullition, vous couvrez, vous laissez infuser 10 minutes, vous rajoutez un peu de miel, du bon miel hein, quand même. Bon, celui des Cévennes est pas mal. Mais non, mais un bon miel, parce que le miel donne ce côté émollient. Et avec ça, vous allez vous faire des gargarismes. Vous savez, les gargarismes de grand-mère, là. Comme ça, vous faites ça 3-4 fois par jour. Et je vous certifie que vos douleurs de gorge passeront beaucoup mieux qu'avec tous les solutricines, exaspray, voilà. C'est gratuit, un peu de miel. C'est vrai que, bon, tout ce dont je vous ai parlé là, ce sont des approches, allez, on va dire, un peu médicales, un peu scientifiques, historiques parfois. Mais il y a une autre approche encore qui est beaucoup plus poétique. C'est
l'approche qui a été inventée par un médecin homéopathe anglais qui s'appelle le docteur Bach. Les fleurs de Bach. Alors, c'est pas Jean-Sébastien, effectivement, hein, c'est Édouard. Et Édouard, en se promenant dans la campagne anglaise, il a eu des intuitions. Voilà, une espèce de ressenti personnel par rapport à ce que lui procurait l'eau qui avait séjourné, la rosée qui avait séjourné sur les fleurs des arbres. Il avait remarqué que certaines rosées lui donnaient plus confiance en lui, d'autres empêchaient la peur, d'autres le détendaient. Alors il a construit toute cette théorie qu'on appelle la théorie de la florithérapie ou des élixirs floraux, ou la théorie maintenant des fleurs de Bach, qui n'est absolument pas scientifique, j'insiste bien, c'est purement une question de ressenti. Et bon, ça marche, c'est peut-être purement un effet, comme on dit, d'autosuggestion, un effet placebo, peut-être. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, je n'en connais pas. Et puis, dans l'ensemble, ça marche. C'est pour ça, par exemple, que vous pourriez aller faire ça avec le marronnier. Le marronnier blanc, bon, voilà, c'est pas une plante d'ici, c'est une plante qui est arrivée au XVe siècle en France à peu près. Hein. Mais elle est venue donc d'Asie mineure. Mais on peut en faire un élixir. Et pour ça, vous allez toujours à la source sacrée, là, hein, que vous y retournez. Vous revenez avec votre bouteille d'eau lustrale, comme ça. Et il y a plusieurs techniques, mais celle-là a le gros intérêt de ne pas faire couper la fleur. Vous faites couler sur 7 fleurs différentes cette eau lustrale et vous la recueillez dans un verre en cristal. Et alors le problème, c'est que si vous la laissez comme ça, votre eau, assez rapidement, ça va être de l'eau croupie. Hein? Donc il est important de rajouter un conservateur. Et la tradition veut qu'on fasse travailler le département des Charentes-Maritimes et donc on rajoute du cognac. Et donc, vous rajoutez à peu près un tiers de cognac dans votre eau miraculeuse et vous en prenez 2 gouttes 3 fois par jour de cet élixir magique de marronnier blanc. Et là, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur de rien. J'en ai pratiquement terminé avec mes petites histoires. Avant de répondre à vos questions, si vous le souhaitez, je voulais quand même lancer un appel. C'est que si, un jour, dans vos promenades dans la Cévennes ou ailleurs, en France, en Europe ou dans le monde, si un jour vous mettez à comprendre le langage des oiseaux, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail, vous me téléphonez, vous m'envoyez un courrier ou un pigeon voyageur, c'est que vous aurez marché sur l'herbe d'or, et ça m'intéresse. Bonsoir, messieurs, dames.